Bonjour à vous. Pour cette nouvelle séance, nous allons aborder le plus gros sujet quand on parle d'autisme. On va parler des déclencheurs. Alors attention, une petite mise en garde, un avant-propos avant d'attaquer dans le vif du sujet. Vous n'êtes pas la personne autiste. Donc, je suis ravie d'enfoncer des portes ouvertes pour vous. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que vous êtes le proche d'une personne autiste. Donc, vous n'êtes pas en première ligne, vous êtes en deuxième ligne. Et je sais que c'est pas forcément un positionnement très facile, mais c'est le vôtre. Donc face aux déclencheurs, évidemment que je vais vous expliquer comment ça fonctionne, les familles qui existent, comment ça peut s'exprimer, etc. pour que vous ayez des armes pour observer, conseiller, mais vous n'êtes pas celui qui est en charge de cette observation. Il est très très important que la personne autiste soit toute seule en charge, en contrôle de cette observation des déclencheurs, justement à cause de ce mot qui est très important, contrôle. L'autisme, comme on l'a dit, c'est neurologique, donc il n'y a de contrôle sur rien. Et c'est justement cette notion de déclencheur qui permet au patient, à la personne autiste, d'avoir une sensation de contrôle sur ce qu'elle ne contrôlait pas avant le diagnostic. Donc il ne faut en aucun cas enlever à la personne autiste cette liberté, cette force de contrôler ses propres déclencheurs. Par contre, évidemment, si vous observez que votre proche n'a pas vu, c'est toujours ultra intéressant à apporter dans la conversation. Je ne veux pas vous empêcher de parler des déclencheurs, mais gardez en tête que vous êtes en deuxième ligne et que c'est avant tout à votre proche d'observer ces déclencheurs et d'en parler avec vous. Pour faire simple, il y a trois grandes familles de déclencheurs. Selon les personnes, il va y avoir une famille ou une autre qui est plus difficile, plus compliquée, qui déclenche plus facilement des crises et ça va essentiellement dépendre de chaque individu. Donc ce qui peut être bien, c'est de discuter avec votre proche et de lui demander si comme ça, dans une idée un peu vague et en général, quelle est la famille qui est la plus compliquée pour lui. C'est une information ultra intéressante à avoir. Donc ces trois familles, elles sont à peu près alignées aux critères diagnostiques et c'est logique. La première famille de déclencheurs, ce sont les déclencheurs sociaux. Là encore, il peut y en avoir autant qu'il y a de personnes autistes. Ça varie énormément d'une personne à l'autre. Ceux que j'ai inscrits, c'est ceux qui sont partagés par la plus grande majorité du spectre, mais ça reste une généralité et les généralités ne s'appliquent évidemment pas à tous. Donc les déclencheurs sociaux, ça va être comprendre les intentions de l'autre, comprendre les non-dits, comprendre ce qu'on essaie de vous faire comprendre sans vous le dire. Ça, c'est des choses qui déclenchent énormément de gens dans le spectre parce qu'ils ne sont pas toujours sûrs d'avoir bien compris et n'étant pas sûrs, ils ont peur d'avoir tort et de ne pas être dans le vrai. Dans une prochaine séance, on parlera de ce rapport au vrai, au juste, qui est très très intense dans le spectre autistique. Répondre à l'attente des autres est quelque chose qui pèse à énormément de monde dans le spectre aussi. Alors c'est les attentes réelles et parfois c'est les attentes imaginées, fantasmées. C'est-à-dire, par exemple, aller à tel événement sportif d'un enfant, le parent autiste s'en fait tout un monde, alors qu'en réalité, factuellement, ce n'est pas très important s'il n'y va pas. Mais ça, quand la communication n'est pas fluide et qu'on n'a pas l'info de l'autisme, c'est des conversations qui peuvent être compliquées à avoir et ça peut créer justement ces déclencheurs sociaux, alors qu'en réalité, il n'y a même pas d'attente. Donc, que ce soit des attentes réelles ou imaginées, de toute manière, répondre aux attentes des autres, c'est toujours un sujet. S'assurer qu'on est approprié. Être approprié en fonction du contexte, on en avait parlé dans la première séance, c'est toujours un sujet dans l'autisme. Donc, certains vont surmasquer et du coup avoir aucun sujet, aucune problématique, mais énormément de fatigue. Et certains vont pas forcément pouvoir masquer, ne pas avoir l'énergie de masquer. Et cette inquiétude d'être inapproprié va prendre beaucoup de place. Le small talk, alors le small talk, c'est ce qu'on fait à la machine à café quand on papote de tout, de rien du week-end. Ça, pour une grosse majorité du spectre aussi, c'est problématique et c'est déclencheur. Sur le plan sensoriel, ça va être tout au niveau des cinq sens, le bruit, les odeurs, les goûts, surtout la nouveauté, le toucher, qu'il soit léger ou franc. Alors ça aussi, ça va dépendre des personnes. Certains vont très bien supporter les bruits latents, tic-tac des horloges. Souvent, moi, j'ai les boucles d'oreilles qui font cling-cling. Donc ça, il y a des patients qui adorent parce que justement, c'est un bruit qui berce. Il y a les patients qui détestent parce que justement, c'est un bruit qui agresse. Et je le sais, donc j'enlève les boucles d'oreilles quand c'est un patient qui déteste. C'est normal. Donc le toucher, ça va être pareil avec les vêtements. Certains vont adorer les vêtements qui compriment beaucoup et d'autres vont absolument pas supporter par exemple un pantalon qui serre à la taille. Et quand je dis ça, rappelez-vous qu'on ne parle pas de préférence, on ne parle pas de goût, on ne parle pas de traits de personnalité, on parle de vraies grosses conséquences lourdes. Un pantalon qui serre à la taille peut rendre physiquement malade une personne autiste. J'ai eu le cas chez une dizaine de patients qui racontaient qu'un pantalon trop serré avait créé un problème gastrique ou intestinal.
Donc c'est de réelles conséquences. Rappelez-vous que ces déclencheurs, quand je les liste comme ça, ça vous paraît tout petit, ça vous paraît un grain de sable, ça peut l'être pour vous. Tant mieux. Pour une personne autiste, ces choses-là sont un poison et un poison qui rend malade, pas sur le plan psychologique, pas sur le plan de la personnalité, ce ne sont pas des choix ni des caprices, ça rend malade sur le plan physique. Rappelez-vous des conséquences neurologiques de l'autisme, c'est pas une rigolade. Donc sur le plan sensoriel, tout ce qui va paraître évident, les lumières clignotantes. Pareil dans les films, souvent il y a des flashs lumineux. Souvent les personnes autistes ne remarquent même pas qu'elles y sont sensibles. Alors excusez-moi. Décidément, je pense qu'on ne fera pas ce parcours en entier sans que je perde ma voix. Mais ces lumières clignotantes sont un réel sujet. Comme ça, j'ai une patiente qui, elle, a l'impression que ça la gêne pas du tout. Et son mari, qui a un accompagnant en or massif, complètement neurotypique, mais parfaitement sensibilisé à tout, il fait toutes les séances avec elle, eh bien ce mari lui cache les yeux quand il y a les lumières clignotantes. Alors il lui a évidemment demandé avant si elle était d'accord. Elle a trouvé que c'était absolument charmant, trop gentil, trop attentionné, tout va bien. Mais du coup, les lumières clignotantes, les flashs lumineux à la télé ou dans les films, la grosse majorité des autistes ont l'impression que c'est pas un sujet, mais en réalité, quand on creuse, c'est quand même un sujet pour beaucoup de monde. Et enfin, la dernière famille de déclencheurs, ça va être tout ce qui est routine et pensée rigide. Alors, pensée rigide, c'est un mot très neurotypique, on aura l'occasion d'en reparler. Dans le cerveau autiste, ils n'ont pas du tout la sensation d'être rigides. Mais ça, on en reparlera. Eux, ils ont un process, il est bon, il fonctionne. Donc, ils ont beaucoup de mal à concevoir qu'on fasse différemment quand une bonne solution existe déjà. Donc, c'est pas réellement une rigidité, c'est juste du bon sens poussé à l'extrême. Donc, là-dedans, il va y avoir des déclencheurs qui sont partagés par pratiquement tout le spectre et en incluant les personnes non verbales avec déficience intellectuelle, ça va être le changement de lieu, le changement d'habitude, le changement de routine, l'impossibilité de suivre un intérêt spécifique. Ça, c'est absolument horrible pour quasiment 100% du spectre. Les interruptions, qu'elles soient lors d'intérêts spécifiques ou lors d'une autre tâche prévue, l'intrusion, les gens qui viennent à la maison, déjà c'est un sujet, mais les gens qui viennent à la maison sans avoir prévenu, là c'est cataclysmique dans le spectre. Donc voilà, c'est un panorama qui n'est pas exhaustif et qui va vraiment varier d'une personne à l'autre, mais en tout cas c'est souvent dans ces familles-là qu'on va retrouver les déclencheurs les plus lourds. Mais là-dessus, pas de recette miracle en réalité. Le seul truc à faire, c'est de prendre le temps et d'observer. Il faut une longue période d'observation, d'enquête quasiment comme un enquêteur policier, comme Patricia Cornwell dans ses romans policiers. Il faut beaucoup de temps pour identifier ne serait-ce qu'une toute petite partie des déclencheurs. Vous allez me dire, mais pourquoi? La personne autiste devrait savoir. Et oui, sauf que, on l'a dit, l'autisme n'est absolument pas un sujet psychologique, c'est un sujet neurologique. Donc l'écart entre le je veux et le je peux est juste gigantesque. Et vous n'imaginez même pas chez votre proche l'ampleur du deuil qu'il y a à faire à cause de cet écart entre les choses qu'elle voudrait pouvoir faire, cette personne, et les choses qu'elle peut réellement faire. Donc ça, c'est gigantesque et c'est un vrai sujet quand on prend en charge des patients autistes de faire le deuil de ces choses qui risquent de ne pas être possibles ou alors avec énormément d'aménagement. Donc, on peut imaginer autour d'un café, donut, comme on disait, les déclencheurs. En règle générale, on aura 1%, 2% du sujet. Ce sera peut-être les choses les plus grosses, les plus lourdes ou les plus identifiées. Mais il n'y a qu'une chose à faire, c'est observer un petit peu tous les jours. C'est d'ailleurs un exercice pour les patients quand ils sont en thérapie intégrative adaptative. C'est pendant 2 semaines d'avoir une observation quotidienne de tous les déclencheurs, même les plus petits. Et même en faisant ça, la partie qu'on a, c'est une toute petite partie de cet iceberg. Et c'est juste avec le temps, avec la connaissance de soi, pour vous en tant que proche, la connaissance de l'autre et l'écoute de ce qu'il vous dit, que vous aurez une meilleure vision de cet iceberg. Mais il n'y a pas de secret, c'est juste une question de temps et d'observation. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a observé des déclencheurs, on a la notion de ce qui sont vaguement ou même de façon très précise. Qu'est-ce qu'on fait? On supprime. Purement et simplement, exactement comme une allergie au lactose, exactement comme une allergie au pollen, on va supprimer le plus possible. Tout ce qui est inutile, entre gros guillemets, doit s'en aller. On est toujours dans cette notion de bande passante, d'énergie disponible. Notre but, ça va être que ce proche autiste ait un maximum d'énergie disponible. Donc, il faut avoir un comportement très stratège, très analytique sur où on va dépenser cette énergie et surtout, est-ce que ça vaut le coup? Alors j'aime pas parler de rentabilité parce que c'est de suite ramené à des notions pécuniaires, mais si l'énergie humaine était une monnaie, on raisonnerait en termes de rentabilité. Est-ce que la dépense d'énergie, la dépense de force mentale et physique vaut la peine? 90% du temps, on se rend compte que non. Comme ça, j'avais une patiente dont le fait d'accompagner les enfants à l'école le matin était
horriblissime pour elle, mais les récupérer le soir n'était pas du tout un déclencheur. Eh bien, ça servait absolument à rien de la déclencher dès le matin et qu'elle commence sa journée avec déjà une bande passante quasi à zéro, alors qu'y aller le soir ne posait aucun souci. Et même si elle avait pu y aller jamais, c'est pas forcément grave. Il y a des options qui existent, il y a toujours un autre parent quelque part, et quand il y en a pas, il y a un papy-mamie, et quand il y en a pas non plus, il y a qui nous garde, qui a ainsi un fonctionnement juste génial. Je fais pas de la pub pour qui nous garde, mais il y a toujours une option qui peut exister pour éliminer ce déclencheur quand il n'a pas de bénéfice. Alors chez les enfants, on parle de bénéfice éducatif, on va être dans cette logique de choses qui va servir à l'éducation, qui va apporter quelque chose à l'enfant. Chez l'adulte, on raisonne en termes de bénéfice tout court. Qu'est-ce que la personne y gagne? Si c'est rien, c'est rien. Si c'est pas les études, si c'est pas le métier, si c'est pas quelque chose qui lui tient absolument à cœur, bon, bah, a priori, il n'y a pas de bénéfice. Et même sur les notions d'emploi et de métier, même là, il y a débat. Parce que parfois, la personne s'épuise tellement au travail qu'il n'y a pas de bien fondé à garder la personne sur ce poste-là. Et combien de patients j'ai pu avoir en cabinet qui ont fini par se réorienter, changer de métier, se mettre à leur compte, faire une autre façon de travailler qu'en télétravail. Même là, il y a une organisation qui permet de limiter le nombre de déclencheurs. Donc quand c'est possible, on supprime et on ne se retourne même pas. Certains d'entre vous sont peut-être en train de vous dire, bah en fait on fait de l'évitement. Pour ceux qui ne sont pas en train de se le dire, l'évitement c'est une notion des thérapies cognitivo-comportementales auxquelles je suis formée, j'exerçais en TCC à la base, et cette notion d'évitement veut dire que quelque chose angoisse et au lieu de s'y confronter, d'être dans le dépassement de soi et de dépasser cette peur ou cette anxiété, on la contourne. Donc c'est ce mot évitement traduit quelque chose qui relève un peu de la faiblesse, de laisser tomber, d'abandonner. Il y a quelque chose de très nul dans l'évitement. C'est au lieu d'être fort et de se confronter, on évite, on est un peu une lavette. Bon, autant on peut l'argumenter dans le cadre de l'anxiété, et encore je suis absolument pas d'accord, mais j'entends qu'on peut l'argumenter dans le cadre de l'anxiété, dans le cadre de l'autisme, ça n'a aucun sens. Et ça n'a aucun sens tout simplement parce que nous, en tant que thérapeute, on l'observe en cabinet. J'avais l'exemple d'un patient qui était en TCC, alors pas avec moi, j'avais déjà arrêté d'exercer en TCC à ce moment-là. Il était en thérapie cognitivo-comportementale et évitement était le mot qui faisait peur. Il ne fallait jamais faire d'évitement. Un des sujets était les transports en commun, le bus. Il devait prendre le bus tous les jours et ce bus, évidemment, était une montée de mal-être massif puisque, évidemment, ce monsieur était autiste. Donc c'était quelque chose de très mal vécu. Sa psy en TCC avait insisté sur le fait qu'il s'expose tous les jours au bus, même le week-end, pas le dimanche parce que pour le coup chez lui il n'y avait pas de bus le dimanche, heureusement, mais tous les jours. Donc au début il angoissait dans le bus. Au bout d'un mois il a commencé à angoisser dans la rue avant le bus. Puis il a commencé à angoisser chez lui juste avant de partir pour prendre le bus. Puis un jour, il a commencé à faire des crises de panique gigantesques, rien qu'à l'idée possible, potentielle de prendre le bus. Donc en fait, la réaction autistique a gagné de plus en plus de terrain dans sa vie, tout simplement parce que c'est pas du tout la même logique que l'anxiété. Et encore, on pourra en débattre, mais on n'est pas là pour ça. C'est pas la même logique. C'est-à-dire c'est vraiment une logique comme une logique d'allergie. Plus vous allez vous exposer au brie en étant allergique au lactose et plus les conséquences vont être lourdes parce que plus vous allez abîmer votre organisme. L'autisme, c'est la même chose. Plus on va se confronter au déclencheur et plus le cerveau va crier l'alerte plus tôt. Parce que le cerveau, lui, il dit cette chose est mauvaise pour moi, je ne veux pas la faire. Et la personne autiste est tellement habituée à ne pas écouter ce cri d'alerte que le cerveau crie de plus en plus fort. Et plus on va pousser ce cerveau à s'y confronter, plus il va crier fort. Et c'est une surenchère qui amène à des conséquences désastreuses, au burn-out autistique, l'effondrement autistique et toutes les conséquences dont on a déjà parlé sur le plan neurologique. Donc l'évitement n'est pas une notion qui devrait exister dans le cadre de l'autisme parce que cette notion n'a aucun sens. C'est pas comme si, en se confrontant au déclencheur, un jour, le déclencheur allait être dépassé. Il faut se rappeler aussi que l'autisme est un handicap dynamique, certes, mais un handicap. C'est comme si vous disiez à une personne aveugle qu'à force de se forcer, elle arrivera à regarder la télé. C'est très léger et c'est à la limite de la violence, ce genre de propos. Ben là, c'est exactement la même chose dans l'autisme. Confronter, forcer, pousser les personnes à se confronter à leur déclencheur ne donnera jamais rien de bon. Et forcément, en tant que proche, en tant que parent, parfois, moi qui suis maman, je sais un petit peu ce qu'on vit en tant que parent, on a l'impression que de supprimer une charge, de supprimer une obligation,
on cède quelque chose, on a l'impression de laisser tomber, de perdre quelque chose et que ça va être irréversible. Dans le cadre de l'autisme, ça ne fonctionne juste pas comme ça. J'ai le cas d'une patiente, une toute jeune patiente, 19 me semble-t-il, enfin une jeune femme qui était en études supérieures, en présentiel et ça impliquait de faire métro, marché, bus, arriver à la fac, faire les cours avec plein de monde autour, manger sur la fac parce que c'était un peu loin de chez elle et rentrer. Quand elle rentrait le soir, elle était carpette. Donc c'était crise de larmes, crise de pleurs, elle était pas bien, elle n'arrivait pas à dîner, elle faisait une toute petite nuit et elle repartait le matin sur le même cycle. Évidemment, au bout de 6 mois, cette jeune femme s'est retrouvée en état de burn-out autistique, donc un syndrome d'épuisement lié aux difficultés autistiques. Elle ne pouvait absolument plus rien faire. Elle mangeait très peu et toujours les mêmes aliments, elle dormait quasi pas, elle buvait quasi pas d'eau, donc on était en situation d'urgence quand même assez sérieuse. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les déclencheurs les plus lourds pour elle. Évidemment, la fac était un déclencheur excessivement lourd et on lui a retiré. On a dit la fac, c'est quelque chose que tu feras à terme à distance et pour l'instant, on fait une pause. La pause n'aura duré que 3 semaines. Elle n'aura raté que 3 semaines de cours. Il se trouve qu'il y avait des congés en plus à ce moment-là, donc elle n'a même pas raté réellement 3 semaines de cours. Et quand elle a repris, le fait de reprendre en distanciel, elle était beaucoup plus détendue. De reprendre en distanciel, elle avait en plus, grâce à cette fac qui était très cool, la possibilité de prendre de l'avance. Donc les jours où elle avait pleine patate, beaucoup d'énergie, elle prenait 1 semaine, 2 semaines d'avance quasiment sur ses cours. Et puis après, elle faisait des recherches de son côté, ce qui fait que psychologiquement, elle se sentait excessivement bien. Il n'y avait plus de crise, elle a recommencé à manger rapidement un peu de tout. Alors c'était pas très varié, mais un peu de tout. Elle a recommencé à faire des nuits qui étaient correctes. Et toute cette énergie-là, lui a permis de reprendre une activité sportive avec des copines. Donc ce qui était même pas envisageable sur la situation initiale. Le bénéfice à supprimer les déclencheurs est bien plus grand que le fait de s'y exposer. En limitant les déclencheurs, on laisse justement la place à la personne de pouvoir faire plein d'autres choses qu'elle ne pouvait pas faire avant et qui pour le coup ont plus de valeur puisqu'elle sociabilise bien mieux et bien plus avec ses copines en faisant du sport qu'elle ne sociabilisait à la fac puisqu'elle était trop déclenchée de toute manière. Et je précise, c'est une petite parenthèse, que sociabiliser de toute manière n'est pas une obligation de l'expérience humaine. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui ne veulent juste pas le faire et ce n'est pas grave non plus. Et quand on n'a pas le choix alors, et oui, parce que tous les déclencheurs ne sont pas supprimables, il y a des choses qu'on est quand même bien obligé de faire. J'ai en tête par exemple les repas avec les beaux-parents. C'est en tête de liste de déclencheurs chez 70% de mes patients. C'est un énorme déclencheur parce que c'est social, parce que c'est sensoriel, il faut manger, il y a du bruit, etc. On ne peut pas trier l'assiette parce que c'est mal poli. Il faut énormément masquer pour donner une bonne image de soi. Donc c'est quand même une accumulation de beaucoup de déclencheurs. Et évidemment, on n'a pas le choix. C'est complètement inenvisageable de ne jamais voir ses beaux-parents. C'est quand même très compliqué et ça crée des grosses disputes. Je ne vous le recommande pas, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le choix face à un déclencheur? Eh bien, on change le contexte autour. On essaie de bouger certaines petites variables pour que le déclencheur en lui-même soit moins pénible. Par exemple, un déjeuner chez les beaux-parents peut devenir un goûter, mais chez la personne autiste. Ce goûter, il va durer moins longtemps. On va manger quelque chose de sucré que la personne aura choisi, donc c'est plus simple. Et en plus, on peut même faire des jeux de société, ce qui va paramétrer les conversations autour de ce goûter, ce qui rend la chose encore plus simple. Et en plus, il n'y a pas de déplacement. Donc comme ça, on va venir enlever des petits éléments du déclencheur pour qu'il soit moins pénible, mais que la substance reste la même. Finalement, c'est exactement ce qui avait été fait avec la patiente dont on parlait juste à l'instant. C'était quand même très important d'aller à la fac et d'avoir un diplôme pour elle. Du coup, en enlevant le côté présentiel, elle a quand même pu faire exactement la même chose, mais sans que ce soit déclencheur. Donc quand on n'a pas le choix, on vient juste bouger le contexte autour et chercher des hypothèses de choses qui seraient moins pénibles. Et c'est là que votre rôle en tant que proche est ultra précieux parce que vous avez de nouveau ce recul dont on parlait la dernière fois et qui est ultra utile. Vous pouvez poser des questions candides puisque vous ne savez pas et essayer de voir avec votre proche quelle est la petite variable qui va tout changer. Est-ce que le déplacement pèse trop lourd? Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de monde? Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de bruit? Et comme ça, venir trouver des petites solutions en palliatif au coup par coup pour essayer de rendre le déclencheur moins pénible. Et ça, c'est une question qu'énormément de proches et surtout de parents de petits-enfants posent. C'est une question qui revient très souvent. Est-ce que ça revient à céder? Non, Renan, absolument pas. Déjà, chez l'enfant, c'est non. Ça ne revient pas à céder à un caprice. Mais là, on en revient à une logique d'arbitrage éducatif.
De quoi on parle finalement? Est-ce que l'enfant demande un 72e bonbon entre les repas? Oui, c'est cédé et ça n'a rien à voir avec l'autisme, ça a tout à voir avec l'éducation. C'est à vous de poser une limite et c'est normal que cette limite soit acceptée. Est-ce que c'est un enfant qui ne veut pas faire la bise à papy-mamie? Là, on est dans l'autisme. Donc ça ne revient pas à céder, ça revient à dire à l'enfant, tu as des limites et je t'encourage à les respecter, je t'encourage à les connaître. Et ça, par contre, c'est très précieux et très important. Et ça, c'est forcément à l'arbitrage du parent, de savoir qu'est-ce qui est une limite éducative et qu'est-ce qui est une limite de l'autisme et arbitrer entre les deux. Chez l'adulte, il n'y a même plus de sujet, il n'y a même pas de débat. Ce n'est cédé à rien. Et quand je dis chez l'adulte, c'est passé 13-14 et encore peut-être même un petit peu avant. La personne autiste n'est pas dans une logique de caprice, d'exigence, de volonté, de choix. Elle subit juste les symptômes de quelque chose d'absolument horrible et dur et tous les jours et tout le temps. Donc ne pas aller voir papy-mamie chez un ado de 16 ans, ce n'est pas un caprice et ce n'est pas céder. C'est juste encourager votre ado à écouter ses limites et les verbaliser. Et je dirais même plus. Respecter les limites d'un ado ou d'un adulte qui est verbalisé, c'est excessivement important et c'est quasiment exemplaire. De dire j'ai entendu cette limite, je la respecte, c'est dire à l'autre toi aussi tu respectes mes limites. Donc c'est vraiment créer un rapport sain et équilibré. Et je le répète encore plus pour les couples. Pour les couples, respecter les limites de l'autre, c'est la base de la base de la base. Souvent, c'est un sujet, je sais bien, mais ça ne devrait pas l'être. Les couples sains, les couples qui durent, les couples qui restent 20, 40, toute une vie ensemble, c'est les couples qui écoutent les limites des autres, de l'autre, qui la respectent et qui ne la jugent pas. Donc malheureusement, le monde ne fonctionne pas toujours comme ça, donc on est quand même un peu obligé de le rappeler. Respecter la limite d'un conjoint autiste n'est pas digne d'une médaille, n'est pas extraordinaire, c'est juste normal dans un couple sain qui est fonctionnel. Je sais que ce n'est pas le cas de tous les couples. Donc respecter la limite de cette personne, ce n'est pas céder, ce n'est pas rogner sur quelque chose, ce n'est pas perdre du territoire, c'est juste créer ce rapport entre vous deux ultra sain du j'écoute ta limite et tu la respectes et je sais que tu écouteras ma limite et tu la respecteras. Et je sais bien que tout ne fonctionne pas toujours comme ça, mais créer ce climat dans ce cercle dans lequel vous vivez, c'est toujours ultra sain et positif. Et bien souvent, après ce petit laïus que je fais sur les couples et le respect des limites des uns et des autres, 90% des conjoints neurotypiques disent oui mais moi j'ai beaucoup moins de limites que l'autre personne autiste. Oui, certes, mais en même temps, c'est comme ça que chacun est conçu. Et on aura beau être fâché, ça va pas rendre le conjoint autiste neurotypique, sinon le conjoint autiste serait le premier super content et ravi. Donc évidemment que c'est déséquilibré. Mais c'est pas pour autant que vous, en tant que proche neurotypique, devez renier vos besoins, subir les difficultés de l'autre et devoir absolument tout chambouler pour vous adapter à l'autre. C'est pas le fond de mon propos. Le fond de mon propos, c'est qu'avec une communication saine et équilibrée, on peut laisser la place aux proches autistes de vivre une vie qui lui va bien, qui lui permet d'être tout le temps de bonne humeur, qui lui permet d'être à l'aise dans sa vie, de faire moins de crises et du coup d'amener moins de difficultés au sein de la cellule. Et en même temps que vous ayez la place aussi de vivre vos choses, de ne rien subir et de ne pas souffrir. Il suffit de communiquer sainement. La priorité, c'est la communication saine. Qu'est-ce que c'est qu'une communication saine? C'est une communication où on ne juge pas, on ne blâme pas, on ne cherche pas de responsable, juste des solutions. L'idéal, c'est d'établir des plages horaires liées aux intérêts spécifiques. 90% des disputes de couples mixtes sont au sujet des intérêts spécifiques qui prennent trop de temps, trop de place, créent trop de bazar. Quand la personne autiste s'occupe de son intérêt spécifique, c'est comme si on n'existait pas à côté, c'est vrai. Et entre guillemets, c'est normal parce que c'est comme ça que fonctionne le cerveau autiste, mais en même temps pour un proche ou un conjoint neurotypique, c'est pas forcément agréable. Il suffit d'avoir des plages horaires dédiées. On sait que de telle heure à telle heure, c'est le moment intérêt spécifique, la personne autiste adore ce genre de truc parce que c'est prévisible, anticipable et ça fait quelque chose de positif à attendre. Donc c'est hyper bien pour votre proche et c'est génial pour vous. C'est une plage horaire où vous pouvez faire plein d'autres choses. Sortir, aller faire un tour, faire les choses qui peuvent être compliquées à faire avec le conjoint autiste, faire des choses qui vous font plaisir à vous, ce qui fait que vous n'aurez pas de rancœur que l'autre ait donné du temps à son intérêt spécifique, il n'aura aucune culpabilité d'avoir pris du temps pour son intérêt spécifique. Et les intérêts spécifiques sont une nécessité, c'est une nourriture. Il y a manger, boire,
faire les intérêts spécifiques dans les besoins primaires de la personne autiste. Et c'est d'ailleurs pour ça que les personnes en burn-out autistique n'arrivent plus à avoir accès à leurs intérêts spécifiques. C'est pour vous dire à quel point c'est absolument important pour leur bien-être. Vous pouvez aussi apprendre, étudier les routines de l'autre. Ça aussi, c'est assez sujet à dispute. Les routines ménage, les routines du matin, les routines repas. Posez des questions. Est-ce que quand tu fais ça, c'est vraiment super important pour toi ou c'est juste complètement accidentel ? Et là, il y a des conversations ultra intéressantes qui vont apparaître. Bah oui, en fait, ça, c'est ma routine du matin. Si je la fais pas, je me sens mal toute la journée. Vous savez que ce moment, cette chose, il ne faut pas y toucher, il ne faut pas s'en approcher. Et pareil, en tant que proche neurotypique, eh bien vous pouvez créer quelque chose d'autre qui vous ressemble, prendre le petit-déj à vous, d'une manière qui vous plaît à vous, et organiser quelque chose pour vous. L'idée, c'est que vous ne reniez pas vos besoins et surtout que vous ne vous mettiez pas à subir les besoins de l'autre parce que ça crée de la rancœur pour vous, de la culpabilité pour l'autre et c'est absolument malsain, c'est une très mauvaise idée. Par contre, en communiquant, eh bien, tout le monde va trouver un équilibre qui lui va très bien et qui fait que tout va être sain et surtout tout va être dit. Comme il n'y aura pas de non-dit, il y aura moins d'inquiétude chez le proche autiste et ça aussi, eh bien, c'est quand même super sain. Finalement, chez vous, le principal boulot, votre principal job, ça va être un job de lâcher prise. Alors je sais que c'est pas la nature première de l'être humain, la psychologie humaine n'est pas super forte à ça, je suis au courant, mais c'est votre job. C'est un job d'acceptation et de lâcher prise. D'accepter que ce qui déclenche votre proche le lundi peut même lui faire plaisir le mercredi. Ça peut complètement changer parce que l'autisme est un handicap dynamique. Alors un changement aussi radical en une semaine, c'est quand même assez rare, mais ça peut être le cas en 3 mois ou en un mois parce que ça va dépendre de cette fameuse bande passante. Bien détendu, le proche autiste peut faire une chose, pas détendu et déclenché, il ne peut plus la faire et vous devez juste lâcher prise et accepter que c'est un état de fait. C'est un fait, c'est pas un caprice, c'est pas un choix, c'est juste comme ça. Et lâcher prise, mettre à distance. C'est comme ça et c'est pas très grave. Il faut aussi vous dire qu'un tout petit détail peut tout changer et accepter qu'un tout petit détail change tout. Comme on disait sur le repas chez les beaux-parents, finalement, entre aller chez eux et que eux viennent chez la personne autiste, la différence n'est pas gigantesque. C'est un tout petit détail, mais c'est un détail qui change déjà énormément dans le ressenti du proche autiste. Donc, le fait qu'une toute petite chose change tout, eh bien, c'est pas grave, c'est pareil, on accepte, on juge pas. Il faut pas que vous jugiez ce que vous entendez à travers votre cadre de référence, puisque votre cadre de référence a la chance de ne pas du tout fonctionner comme un cerveau autiste. Donc ça, il faut vous rappeler que c'est un privilège de ne pas comprendre. L'autisme est une chance inouïe et un privilège. Donc lâchez prise et dites-vous, ok, mon proche me dit que ce minuscule détail change tout. Je ne vais pas dire, oh mais quand même c'est petit, c'est bizarre, non. Je lâche prise, ok, ce détail change tout, c'est super que ça devienne possible. Et d'être dans le c'est super, d'être orienté solution et pas juger les facteurs ou le contexte, ça ne sert à rien et ça n'apporte rien à part justement des difficultés relationnelles et une communication un peu moins saine. Donc lâcher prise là-dessus aussi. Lâcher prise sur la taille des choses, la taille des difficultés, la taille des déclencheurs. Certains déclencheurs paraissent minuscules dans le monde neurotypique, je le sais bien, mais sont des montagnes horribles, enflammées, avec des monstres dans le monde autiste. C'est une différence qui existe, c'est d'ailleurs la différence qui fait qu'il y a autant d'incompréhension. Vous, lâchez prise. C'est comme ça. C'est comme ça ne changera pas, vous ne comprendrez pas, et tant mieux pour vous, encore une fois c'est un privilège, il n'y a pas un jour où pour vous faire la queue à la poste va déclencher la plus grosse crise d'angoisse de votre vie, et des symptômes physiques, et un mal au ventre, et la nausée, et que ça va vous durer 2 semaines, tant mieux. Tant mieux que ça ne vous arrive jamais, je ne vous le souhaite absolument pas, votre proche autiste non plus, croyez-moi. Donc ne vous dites pas que c'est petit, que c'est rien, qu'en fait c'est bon, on pourrait passer à autre chose. Non, parce qu'en fait, vos cerveaux ne fonctionnent pas de la même manière. Et de la même manière, des choses sont extraordinairement faciles pour le cerveau de votre proche autiste et sont absolument insurmontables pour votre cerveau à vous. Et c'est tout. Et ça sert à rien de juger. Et d'ailleurs, dans une position inverse, où vous êtes face à, je sais pas moi, une systémisation de schémas complexes, le cerveau de votre proche autiste va le faire de façon automatique, sans y réfléchir. Oui, même chez les personnes non verbales avec déficience intellectuelle, mais on aura l'occasion d'en reparler, c'est quelque chose qui va être fait de façon super simple et automatique pour votre cerveau. Il va falloir 3 semaines sur le sujet et encore ce sera compliqué. C'est pas grave, votre proche autiste dirait pas, bon enfin, c'est rien. Donc dites-vous, je lâche prise. Ça me paraît ridicule, j'ai évidemment le droit de le penser, je le dis pas.
parce que forcément je ne peux pas comprendre et j'ai de la chance de ne pas comprendre. Lâcher prise et essayer de vous interdire de juger. Alors évidemment c'est dur, le cerveau humain est fait pour, c'est très dur de ne pas juger, mais plus vous allez vous entraîner à vous dire ah bah là je suis en train de juger, c'est dommage, ça sert à rien, d'avoir un mantra, je cherche pas de responsabilité, je cherche des solutions, plus vous allez lâcher prise et mieux vous allez vous sentir. Une fois en séance, j'avais un couple et le conjoint était tout animé, tout énervé à cause de ce que je venais de lui dire. Évidemment, dans un couple, la nouvelle que l'un des deux est autiste, c'est quand même un très gros sujet. C'est un énorme changement, ça demande une nouvelle adaptation, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de se parler. C'est quasiment recommencer un nouveau couple et c'est normal que ça fasse peur. Et ce conjoint s'était enflammé, s'était beaucoup énervé et m'avait dit en fait, vous voulez que je subisse, vous voulez que je sois en train de subir tout ce dont tu as besoin, ma chérie, que je dise rien, que je juge pas et qu'en plus je sois sympa. Donc non, c'est en aucun cas le fond de mon propos. Je ne demande pas aux proches neurotypiques de subir rien dire et d'être victime des besoins de la personne autiste. C'est absolument pas le fond de le propos. Là, ce que je veux, c'est rééquilibrer un petit peu en vous faisant comprendre ce qui a eu lieu avant le diagnostic d'autisme. Avant le diagnostic d'autisme, les personnes autistes surcompensent tout le temps, cachent l'ampleur de leurs difficultés, même si vous en voyez par le passé une petite partie, ce n'était qu'une petite partie. Il y a énormément d'énergie et d'amour investi dans le fait de cacher, pas gêner, pas embêter, pas être un poids, surtout réussir à faire. Et ça, c'est une suradaptation qui est contre nature dans le cerveau autiste. Le cerveau autiste ne devrait même pas biologiquement en être capable. C'est de la force de caractère pure. Mais pure. Il y a des études scientifiques qui en parlent. Le cerveau autiste ne devrait pas être capable de s'adapter au temps, mais la force de caractère, la pression sociale aussi, la pression systémique, c'est-à-dire la pression dans la famille ou le couple, joue aussi pour beaucoup, mais c'est avant tout de la force de caractère. Donc ça, c'est ce qui a eu lieu pendant toutes les années avant le diagnostic ou la suspicion d'autisme. Maintenant qu'on sait qu'il y a de l'autisme, on va juste demander un rééquilibrage. On va évidemment pas vous demander de vous mettre à 100% dans les intérêts spécifiques du proche autiste, parce qu'en plus, ça ne lui plairait pas. On va pas vous demander de changer toute votre vie pour avoir les mêmes routines que le proche autiste. C'est juste de comprendre qu'il y a des choses qui sont non négociables. Et ce sont les routines, les habitudes et les déclencheurs. Non négociable ne veut pas dire que vous y êtes soumis ou que vous devez les subir. Non négociable veut juste dire que ça sert à rien de s'y confronter, ça sert à rien d'y aller. Si votre passion c'est la varap et que votre conjoint est autiste et ne peut plus faire de varap parce que cette personne a réussi à verbaliser que c'était problématique, faites de la varap tout seul ou avec des potes ou avec un frère, une sœur, peu importe. C'est pas forcément si grave. Tout ce qu'on demande là dans cette logique de thérapie intégrative adaptative, c'est que finalement les proches lâchent prise. En gros, ce que je vous dis, c'est que vos besoins ne sont pas moins importants parce que le proche est autiste. Juste, il faut pondérer les besoins qui ne pourront pas être remplis parce que juste, c'est mauvais pour la santé neurologique de ce proche. Et c'est sûr que quand on met les choses en balance comme ça, on comprend pourquoi c'est peut-être pas si grave. Par exemple, aller fêter Noël à Bora Bora en prenant 8 avions et, je sais pas moi, en amenant toute la famille qui déteste la personne autiste, par exemple, c'est un trop gros déclencheur. Peut-être que vous en avez envie, peut-être que c'est un besoin qui n'est pas à la hauteur des dangers potentiels au niveau de la santé cérébrale de votre proche autiste. Il y a cette notion de balance où il faut toujours mettre d'un côté le déclencheur et un possible AVC. Est-ce que ça vaut le coup ? Souvent, finalement, pas tant que ça, puisque ce proche, vous devez quand même beaucoup l'aimer pour être ici. Il y a moyen que certains de vos besoins puissent être remplis différemment, avec d'autres personnes ou d'autres manières, à d'autres moments, sans pour autant devoir déclencher des difficultés neurologiques à votre proche autiste. Il faut avoir aussi cette notion qu'on vous demande de vous adapter à cette personne autiste et que cette personne, vous lui avez rien demandé, mais qu'elle s'est adaptée pendant des années et juste parce qu'elle vous aime et parce que c'est ce qu'elle voulait faire. Donc c'est juste ce rééquilibrage qui est demandé et rien de fou et pas de subir pour autant. Donc en résumé, par rapport au déclencheur de votre proche autiste, votre job il est tout simple. Déjà c'est un job de lâcher prise totale. Ensuite, c'est de questionner le proche.
Qu'est-ce qui est déclencheur? Quelle grande famille de déclencheurs est la pire? Qu'est-ce qui est problématique? De poser des petites questions comme ça, déjà, c'est un geste de bienveillance absolument génial et de contribuer à les observer. Alors, je vous demande pas d'avoir un cahier et de lister parce que là, ce serait quand même un gros investissement et en plus, ce serait pas forcément apprécié, mais d'observer quand vous regardez que, par exemple, d'aller faire les courses à la petite supérette, votre proche autiste revient un petit peu agacé, sourit moins, le visage qui est moins mobilisé, bah, c'est peut-être le signe que c'est un plus gros déclencheur que ce que ce proche a observé, ce qui arrive très souvent, justement, on l'a dit, à cause de l'écart entre le je peux et je veux. Donc soyez force d'observation, attirez l'attention quand vous avez l'impression qu'un déclencheur est raté, mais rappelez-vous que vous êtes quand même en seconde ligne sur ce travail. Supprimez tous les déclencheurs inutiles, surtout si ce proche est un enfant ou un ado. Là, c'est vous qui allez être l'arbitrage autoritaire, et tant mieux que tout ce qui est inutile dégage. Vraiment, pas de pitié. Pas de pitié, tout ce qui est inutile s'en va, ça libère de l'énergie pour tout ce qui est obligatoire et qui ne peut pas changer. Quand c'est obligatoire, on l'a dit, on change le contexte, on teste des hypothèses, si on enlève le bruit, si on enlève le monde, si on enlève le repas, à quel moment la personne imagine se sentir mieux lors du déclencheur, et vous allez voir que finalement, souvent, il suffit d'enlever un tout petit détail pour que ça devienne possible alors que c'était complètement impossible. On ne juge pas la taille des déclencheurs, on se rappelle qu'on n'a aucune idée des conséquences, on n'a aucune idée de l'impact et du ressenti, et tant mieux, c'est un privilège. On s'adapte parce que le proche, lui, s'est toujours adapté à nous, et finalement, ce n'est que normal, et beaucoup d'amour, et beaucoup de bienveillance, et beaucoup de gentillesse de le faire en retour. On s'adapte sans s'oublier. S'adapter ne veut pas dire bah, à partir de maintenant je ne m'écoute plus du tout et je vais rien faire pour moi et tout faire pour l'autre. Non, non plus, parce que ça crée de la rancœur, ça crée des déséquilibres, ça crée de la culpabilité chez l'autre et il ne vous le demande pas non plus. Donc juste un équilibre, c'est ce qu'on cherche. Verbaliser aussi vos besoins. Vous en avez, vous êtes un humain. Les crises autistiques sont peut-être difficiles pour vous. Dans les moments de calme, parlez-en. Vous aussi, verbalisez vos difficultés et vos besoins. C'est sain, c'est équilibré. Et pour les personnes qui sont concernées quand c'est un couple, et ben en plus ça fait des couples qui durent 50 ans, donc en plus c'est magnifique.